tout le monde va mal, complètement toxique. Hello tout le monde! Moi c'est Claire. Et moi c'est Flo. Et bienvenue sur Illegally Blondes, la chaîne où on décrypte les discours culturels et médiatiques de notre époque. Mais bon, peut-être que faire tout ça, ça sert à rien. Parce qu'on est là à réfléchir aux problèmes du monde pendant des plombes, alors que la solution était sous nos yeux depuis le début. Pour mener des super vies, il faut se concentrer sur nous-mêmes. Mais attention, c'est pas pour être méchante, c'est pour notre santé mentale. Donc on écoute nos ressentis, on bloque les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, on respecte nos routines, on mute les informations anxiogènes, bref, on respecte nos limites et tout ira bien. En tout cas, c'est ce que nous disent TikTok, Instagram et de nombreuses marques de bien-être. Mais derrière ces tendances, qui partent parfois de très bonnes idées, on assiste à la célébration de l'égocentrisme le plus total au prétexte de prendre soin de nous. Mais comment on en est arrivé là ? Si vous passez un minimum de temps sur les réseaux sociaux, vous avez certainement déjà vu passer des contenus de type Protect your peace, Respect your boundaries, etc. etc. En fait, à grand renfort de phrases un peu bateau et d'esthétique très léchée, des milliers de créatrices de contenu nous invitent à prendre soin de nous en solo. Choose yourself. Again. And again. And again. And again. Become a ghost. Forget attention. Just grow in private. Alors bien sûr, c'est une tendance logique quand on sait qu'on vit dans une société néolibérale, c'est-à-dire qui encourage les individus à se perfectionner au maximum pour s'intégrer au capitalisme et y amener le plus de valeur possible. Mais ce qui est grave intéressant ici, c'est qu'on présente ça comme du soin de notre santé mentale. En gros, l'individualisme, l'isolement, donc le détachement des autres humains, ce serait la clé du bonheur. Ça peut s'incarner par des contenus à l'esthétique mimi qui parlent de l'importance d'être seul, de ne pas dépendre des autres pour nous aimer et qui nous incitent à toujours travailler pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ou alors ça peut s'incarner par des contenus qui, quand on les regarde, on est en mode mais est-ce que c'est une blague ? Pas de confiance, pas d'appel, esprit clair, énergie protégée, forte seule, cœur froid, juste la paix. Là vous vous dites peut-être, ok, mais c'est des exemples hyper extrêmes que vous prenez. Mais ces vidéos, elles ont des centaines de milliers, voire des millions de likes et de commentaires qui approuvent leur contenu. Et en dehors des contenus d'influenceuses qui ressemblent à des discours de secte, on voit bien que tout le discours « je suis dérangée par l'existence d'autres humains » est en train de se répandre chez les internautes et les citoyens lambda. Et parfois, le moindre dérangement mérite d'être éradiqué. You wanna disrespect me? Blocked. You give me some weird energy? Blocked. You're a goofy as fuck and you're just not showing up for me the way that I need you to show up for me? Blocked. Normalize utilizing the block button because access to your life is a privilege. Et pour soutenir l'idée que tout ça c'est pour notre santé mentale et que c'est donc ok moralement peu importe à quel extrême on pratique cette protection, Internet s'est emparé du Therapy Talk. Du coup, c'est pas que vous n'écoutez pas les problèmes de vos proches, c'est que vous ne supportez pas le trauma dumping invasif. C'est pas que vous ghostez les gens, non. C'est que vous respectez vos limites et que vous protégez votre paix. D'ailleurs, souvent, les posts de ce type qui ont le plus de succès sont incarnés par des personnes plutôt bourgeoises. I don't go where I feel drained and I don't stay where I'm not growing. Protecting your peace is the new luxury. If the energy feels off, I step back. If it's not aligned with my growth, my values, or what I want my future life to look like, I let it go. You don't need to prove your softness, your worth, or your presence to anyone. Bref, des concepts hyper importants sont utilisés pour décrire un spectre hyper large de comportements et du coup, perdent de leur sens. Et on n'est pas les seuls à constater ça. Depuis quelques années, des sociologues, psychologues et activistes tirent la sonnette d'alarme. Pour vous donner un exemple parmi des milliers, la thérapeute Amanda E. White a pris la parole sur l'utilisation abusive du terme trauma dumping. En gros, trauma dumper, c'est quand vous racontez des informations graphiques, violentes ou choquantes à une personne sans qu'elle ait consenti à recevoir ces informations, mais aussi sans que vous pensiez à l'impact que ça peut avoir sur elle. Par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un en soirée et vous allez
immédiatement vous empresser de lui raconter avec plein de détails, parfois même graphiques, comment vos parents avaient l'habitude de vous violenter quand vous étiez plus jeune, et ce, alors que la personne en face de vous n'a même pas terminé de se présenter. Alors évidemment, c'est pas du tout ok de faire ça, mais souvent les gens font plus ça par détresse psychologique que par pur sadisme. Mais bon, ça reste évidemment à éviter. Mais donc, ce concept, qui a une définition bien précise, est utilisé pour parler de personnes qui demandent de l'aide. Amanda White évoque notamment l'exemple d'une psychologue qui a dit qu'une de ses patientes lui aurait trauma-dumpé dessus, alors que c'est pas possible parce que c'est un des principes de la thérapie. Elle évoque aussi l'exemple d'une jeune femme qui aurait demandé de l'aide à son entourage suite au décès de sa grand-mère et qui s'est entendue dire que c'était hyper culpabilisant et que c'était pas ok de trauma-dumper sur les gens sans consentement. En fait, tout ce discours s'inscrit dans la convenience culture à laquelle on a consacré toute une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, déjà, qu'est-ce que vous faites de vos vies ? Mais en gros, on y explique que cette culture de la facilité, de la commodité, eh bien elle attaque le lien social. Parce qu'elle nous fait penser que toute friction est une mauvaise chose. Et cette convenience culture, elle est vachement aidée par les technologies, qui par exemple nous permettent d'être livrés en 2 clics par un mec complètement exploité, plutôt que d'aller faire nos courses et donc de parler aux commerçants de notre quartier, ou encore d'aller chercher conseil auprès des IA, qui sont tellement plus disponibles et gentilles que nos amis. Bah oui, parce qu'un chatbot, comme ChatGPT, il est littéralement conçu pour nous dire ce qu'on a envie d'entendre et ne pas nous challenger. Alors que notre entourage a parfois l'idée saugrenue de ne pas dire exactement ce qu'on veut entendre. Or, comme dit ce post, être saoulé, c'est le prix de la communauté. En fait, on a tellement peur de l'inconfort que ça nous plonge dans une hyper indépendance qui n'est pas très saine. D'ailleurs, on aime utiliser le terme de hyper individualisme parce que c'est ok de vouloir passer du temps seul et avoir sa petite vie à soi, mais on est vraiment parti très loin. Le résultat de tout ça, c'est qu'on ne va pas très bien. Les gens se sentent isolés, le burn-out et la dépression augmentent, et les technologies censées aider notre situation l'empirent. Clairement, faire reposer notre bien-être uniquement sur notre petite personne et notre self-care isolé, ça ne fonctionne pas. Mais quand on y pense, c'est logique, parce que l'hyper-individualisme, c'est méga stressant. Notamment si on se sent mal à l'aise vis-à-vis du fonctionnement de la société. Parce que à partir du moment où on est la seule personne qui compte, on se sent hyper responsable. Donc soit on va s'épuiser à essayer d'avancer seul, soit on va être en mode en fait c'est moi versus le système, et ça c'est clairement pas un état d'esprit très motivant. Mais bien sûr, le succès de cet hyper individualisme, il n'est pas seulement lié au fait que le néolibéralisme se nourrit de nos failles morales. C'est d'abord et surtout le résultat d'un système qui nous isole les uns des autres, qui accapare notre attention en nous précarisant et qui fait grandir en nous un sentiment d'urgence à s'occuper de nous en premier. Ça passe par des salaires de misère, la destruction des services publics et aussi le favoritisme envers les ultra-riches. Du coup, parfois, on ne peut même pas se payer nos amitiés. Par exemple, aux États-Unis, on dépense en moyenne 250 $ par mois pour passer du temps avec nos amis. Un budget qui est très vite inaccessible et qui donc peut donner une friendship recession. D'ailleurs, les marques capitalisent sur cette solitude et empirent le problème en créant des espaces communautaires pour lesquels il faut payer. C'est très bien expliqué dans cette vidéo de Katie Robinson. Ou encore avec tous les clubs, notamment de running ou de randonnée qui émergent un peu partout et qui sont souvent assez chers. En fait, il y a toute une industrie du lien qui est en train de se construire sans pour autant rendre la connexion sociable accessible au plus grand nombre. Petit ajout de la Claire de la post-prod, juste pour que vous compreniez à quel niveau de cynisme on est. Une entreprise a carrément lancé une IA qui s'appelle Friend et qui est là pour nous écouter ou binger toutes les séries qu'on veut avec nous. Ils ont lancé leur campagne de pub à New York et heureusement, les New-Yorkais l'ont accueilli comme il se doit. Mais bon, il y en a qui ont vraiment honte de rien. Et ça n'arrive pas qu'aux États-Unis, c'est un problème aussi en France. Et c'est bien dommage, parce que les amitiés et la connexion, c'est absolument essentiel pour notre santé mentale, comme l'explique l'autrice et excellente journaliste Alice Rebaud.
Tous ces espaces où on n'a pas forcément besoin de consommer pour nouer des liens sociaux, ils sont en train de disparaître parce que la puissance publique ne finance plus ces espaces. Je trouve cette tendance où en fait on ne peut plus du tout se rencontrer sans que ce soit autour d'une activité payante, autour d'un verre qui est coûteux. Pour celles et ceux qui ne peuvent plus y avoir accès, et notamment en ces temps inflationnistes, en fait ça crée forcément une mise en retrait, un repli sur le foyer. Déjà il y a pas mal d'études qui montrent que le fait d'avoir une base amicale solide, un cercle autour de soi, c'est forcément meilleur pour la santé que la solitude. L'OMS alertait récemment sur le fait qu'avoir peu de relations sociales autour de soi, c'est équivalent au fait de fumer 15 cigarettes par jour en fait. Donc c'est assez énorme. Et évidemment, tout ce qu'on peut imaginer de dépression et de troubles psychiques. Évidemment, il y a ça derrière l'amitié, mais il y a aussi, je crois, quelque chose qui est plus de l'ordre du soin qu'on se prend les uns les autres. C'est un espace, moi je trouve aussi, qui est très important pour la question de l'estime de soi. Le regard qu'on porte les uns les autres en amitié est quand même assez différent de, par exemple, ce qu'on peut expérimenter dans la famille ou dans le couple où il y a des attendus très très serrés. On n'a parfois pas l'occasion d'explorer en fait aussi qui on est et donc d'aller aussi à la découverte des autres parce que les deux se rebouclent en fait d'une certaine manière. Vraiment, il faut pas rigoler avec ça. La solitude et ses effets sont responsables de 100 décès par heure. Comme d'habitude, si le sujet vous intéresse, toutes nos sources sont disponibles dans la barre de description. Mais donc, malheureusement, l'hyper-individualisme est très ancré dans nos sociétés occidentales. Vous connaissez l'expression « it takes a village », il faut un village pour élever un bébé? Eh bien, le village a été absorbé par le capitalisme. Du moins, c'est l'opinion du présentateur Trevor Noah qui est d'origine sud-africaine. The ultimate paradox of coming from a developed country versus a developing nation, you know? So first world, third world, is the thing that you're sold in developed nations is that you have everything. Oh, it's great, the roads work and the schools are fantastic and there's healthcare and, you know, this is a great country to be in. The one thing that nobody seems to tell you is that as a country becomes more and more developed, the one thing that gets eroded is community. Yeah. The village disappears. Yeah. And what you have to do is you have to buy the village back. On aime vraiment bien son résumé. Après, c'est complexe. Selon les contextes, le côté service gratuit peut toujours retomber sur les mêmes personnes, à tout hasard des femmes, qui vont donc se retrouver dans une forme d'exploitation et de dépendance économique. C'est pour ça par exemple que les féministes matérialistes réclament une rémunération du travail domestique, en plus de, bien sûr, une répartition égale des richesses entre les patrons et les travailleuses. Donc c'est toujours un équilibre compliqué, ce qui est important c'est la réciprocité pour s'assurer que personne ne se fait arnaquer. Mais c'est vrai que, d'une façon générale, on perd l'habitude de se rendre des services non monétisés entre membres d'une même communauté. Évidemment, les problèmes dont on vous parle ne sont pas du tout nouveaux. En fait, c'est juste qu'ils s'alignent de plus en plus avec les intérêts de l'industrie du bien-être. Industrie qui, historiquement, a toujours été plutôt marketée pour les femmes, mais qui est de mieux en mieux marketée pour les hommes. À nouveau la Claire de la post-prod, vous avez peut-être remarqué qu'on parle assez peu des tendances marketées aux hommes dans cette vidéo. Premièrement, c'est parce que, même si ça change comme on vient de le dire, les arguments de la santé mentale et du bien-être sont assez peu adressés aux hommes dans les contenus dits aspirationnels. On va plutôt leur proposer de réussir, d'être productifs, d'optimiser leur workflow ou d'aller un max à la gym. Et puis bon, avec eux le discours « respectez vos limites, vous ne devez rien à personne », ça marche pas trop parce qu'on leur a déjà appris ça quand ils étaient enfants. Enfin, tout ça n'a pas démarré avec TikTok. Typiquement, il y a énormément de bouquins vraiment éclatés de développement personnel qui existent depuis des décennies et des décennies. Mais quand même, cet hyper-individualisme devient de plus en plus absurde avec les réseaux. Qui se rappelle de la trend Lucky Girl Syndrome, où en gros des meufs se répètent en boucle et en boucle « Je suis chanceuse ». De bonnes choses vont m'arriver. Alors que en soi, les meufs qui ont lancé cette trend sont déjà hyper privilégiées. I get everything I want because that's just the way it is. Things are always working out in my favor. Bref, on rigole bien et on a raison de dénoncer tout ça. Mais derrière ce vaste délire, il y a une réalité qui est importante. Et selon nous, cette réalité, elle n'est pas assez prise en compte quand on parle d'hyper-individualisme. De nombreuses personnes se plaignent, typiquement de la génération de nos darons, que on ne fait pas d'efforts, on ne s'investit pas dans nos relations. Alors certes, c'est une formulation qui est assez réactionnaire, mais
avec tout ce qu'on a vu précédemment, on peut voir qu'il y a du vrai là-dedans. Sauf qu'on oublie, en critiquant ce type d'individualisme, que le système nous chie constamment à la gueule et chie constamment sur nos limites. Surtout quand on vient d'un groupe minorisé. Le harcèlement sexuel pour les femmes, les intrusions physiques sur les personnes racisées, les questions hyper indiscrètes posées aux personnes LGBT ou les remarques condescendantes aux personnes en situation de handicap. I've never done art before, but I'm reading this book that says art can help process trauma. So, oh, is that why you do art, to process trauma? Because you're disabled? That was kind of awkward, guys. Et encore, là, on prend des exemples soft. Mais on ne vous apprend rien, des milliers d'études ont démontré que les personnes minorisées sont violentées tous les jours et que ça a un impact très fort sur nos corps et sur notre cerveau. Pareil pour notre indépendance qui est sans cesse attaquée. Pensons par exemple aux femmes qui restent dans des relations qui sont extrêmement toxiques, extrêmement violentes, par peur des répercussions financières, aux personnes qui ont des conditions de travail absolument traumatisantes mais qui restent à cause de la précarité, ou encore aux enfants queer qui ne font pas leur coming out auprès de leurs parents qui sont queerphobes par peur de se faire mettre à la porte, tout simplement. Quand on voit les choses de ce point de vue-là, on peut pas s'empêcher de se dire que évidemment qu'on a envie d'avoir plus d'indépendance, évidemment qu'on a envie de poser nos limites et qu'en fait on nous fout la paix. C'est toujours marrant d'ailleurs de voir ces boomers qui sont en mode on ne fait plus d'efforts pour s'investir dans nos relations et tout, alors que leurs couples souvent ils sont basés sur le travail domestique et le travail émotionnel de leurs femmes, qu'ils ont des comportements absolument insupportables et que en fait tout ça c'est basé sur de la misogynie. Tu m'étonnes qu'on a moins envie de s'investir, pour aller où et à quelle heure. Plus généralement, quelle que soit notre position sociale, c'est hallucinant de voir à quel point on n'arrive pas à poser nos limites clairement, mais aussi à écouter celles des autres, à ne pas avoir peur du rejet ou tout simplement à analyser comment on se sent à un instant T. Résultat, que ça soit dans les amitiés, les couples, en famille ou au travail, un nombre stupéfiant de personnes marinent dans des situations qui vont du bof-bof au complètement toxique. Tout simplement parce que les humains sont chaotiques et c'est la vie, mais aussi parce que la société n'a pas forcément intérêt à nous apprendre à poser nos limites et à écouter celles des autres. Parce que qu'est-ce qui se passerait si toutes les travailleuses se rebellaient contre l'économie qui les épuise ou si plus personne ne tolérait les violences policières ? Enfin bref, grâce aux théories féministes, antiracistes, queer et aussi à l'intérêt qui est de plus en plus porté pour la santé mentale, on prend conscience de la violence dans les relations et on a envie, autant d'un point de vue collectif que d'un point de vue individuel, d'aller mieux. En fait, il y a un vrai besoin de changement et de réclamation de notre dignité. Et comme d'habitude, le capitalisme, il voit ça, il le digère et il le détourne. C'est l'une des grandes thématiques de cette chaîne YouTube. Comment le capitalisme exploite les failles de la société et nous propose des solutions qui non seulement ne nous aident pas, mais qui en plus nous emmènent sur des chemins contre-productifs. Si on applique ça à notre sujet du jour, on vit dans une société qui piétine constamment nos limites et notre santé mentale, alors l'industrie du wellness en profite pour nous proposer une isolation monétisée qui ne nous aide pas en instrumentalisant un besoin qui a été légitimé par les courants progressistes. Si ça fait trop théorique pour vous, prenons un exemple simple, la trend Decentering Men. En gros, ça propose aux femmes d'arrêter de centrer toute leur vie autour du dating de mecs. Mecs qui détruisent notre santé mentale, réduisent notre espérance de vie, défoncent nos projets, enfin bref. Tout ça, ça vient de théories féministes et queer qui existent depuis des années, comme par exemple le MLF qui disait aux femmes de ne pas vivre avec des hommes, ou encore le lesbianisme politique. Et le fait, que ça trouve une résurgence sur les réseaux sociaux, c'est super parce que maintenant ça permet à plein de meufs différentes de l'appliquer. Mais ça crée aussi des contenus qui nous interrogent. Day in the life of a woman who's dating herself. I'm 32 years old, single, and I love myself and my life so much that the idea of searching for a man to partner with feels like a death sentence for my peace and freedom. I'm just gonna come out and say it. I think dating men is a terrible investment for women because where else do you pour in so much time, energy, money, and emotional labor for almost nothing in return? We spend hours scrolling, swiping, interviewing, entertaining, decoding text, and psychoanalyzing behavior, all for what? What exactly is the prize? Being emotionally neglected? Doing free therapy? Accepting the bare minimum as effort? Being sexually disappointed or worse, violated? Teaching basic empathy? That's the saying, doing the same thing repeatedly and expecting
a different result is the definition of crazy. I think as women, we're in the find out stage of fuck around and find out, as many of us continue to waste our lives bending over backwards or shrinking ourselves over the myth that a man will take us out of our misery, because the reality is that the only person who will give you everything is yourself. Decentering men, dating, and romance is a way to reclaim your time and energy so you can invest it into literally anything else where the return is so much greater. Studying, your career, your healing, your passions, your friendships. It's about deconstructing the ways we've been conditioned to prioritize male love and validation above all else, when in reality, the greatest love and most rewarding relationship you will ever have is with yourself. En soi, tout ce que s'est dit cette créatrice sur les hommes cis est vrai. Mais ce qui nous interroge, c'est l'hyper-individualisme de sa vidéo, parce qu'elle ne parle quasiment pas des amitiés entre les personnes sexisées ou de tout l'amour platonique qu'on peut créer avec d'autres humains. Elle ne précise pas non plus que c'est assez difficile d'être totalement isolée et heureuse en mode me, myself and I. Le tout dans un appartement visiblement très confortable et en utilisant plein de produits reliés au self-care. Et cette vidéo, elle a 100 000 likes. Pour nous, c'est parce qu'elle fait écho à l'épuisement très légitime de nombreuses femmes, mais aussi parce qu'elle joue sur cette esthétisation de l'hyper-individualisme qui vient remplacer la communauté par la consommation et que ça plaît bien. Aussi, petite parenthèse, la trend Decentering Men in Dating ne propose presque jamais de dater des femmes. Alors bien sûr, ce n'est pas une option pour tout le monde. Mais en fait, le fait de ne presque jamais le mentionner, c'est dommage parce que ça pourrait ouvrir plein d'horizons à plein de meufs. C'est d'autant plus dommage que ça continue d'invisibiliser les relations lesbiennes. Pour revenir à notre sujet, les contenus basés sur ce besoin très sain d'indépendance du patriarcat peuvent parfois virer au girlboss féminisme. Il y a notamment toute une trend, les filles connaissons notre valeur, qui part parfois complètement en vrille. Encore une fois, elle part d'une base logique. Les femmes sont des êtres humains, elles peuvent donc virer de leur entourage les hommes qui leur manquent de respect ou les déshumanisent, et devraient avoir confiance que c'est tout à fait légitime. Mais ça, avec certaines influenceuses, ça devient « les filles, on connaît notre valeur, donc on accepte qu'un homme qui optimise au maximum sa santé, son image, son corps. » Mais en fait, ça les filles, c'est juste être de droite, et chacune son délire. Mais ne faites pas semblant de parler d'empouvoirment féminin juste pour avoir une vision ultra-capitaliste des relations. Enfin bref, on constate qu'il y a un véritable manque de nuances et de politisation de ces discours, notamment autour des contenus sur la culpabilisation. En 2025, on voit énormément de contenus sur les réseaux qui disent aux gens « si des personnes autour de vous vous culpabilisent, tégez-les de votre vie », parce que ce serait du shaming de notre personnalité et que ça nous empêcherait de nous épanouir sans entrave. Certes, la manipulation et le chantage affectif, ça existe. Il y a énormément de gens qui font ça et de personnes qui subissent ça. Mais comme le rappelle l'excellent compte Instagram Libérer la santé mentale, en fait, culpabiliser, c'est une émotion humaine tout à fait normale et saine quand on a fait de la merde. Bah oui, la plupart des mantras sur le self-love ne parlent pas des fois où on fait des erreurs, alors que tout le monde fait des erreurs tout le temps. La culpabilité, ça peut être le chemin pour réaliser qu'on a merdé, nous excuser, faire réparation et ne pas reproduire notre comportement violent. Diaboliser ce processus, c'est aussi une technique de silenciation politique. Par exemple, si une personne blanche dit quelque chose de raciste à une personne noire, et que donc cette personne noire s'énerve de façon légitime, la personne blanche peut réagir en disant que c'est agressif, que c'est malsain, que c'est pas bonne vibes. Vous trouvez que cet exemple est exagéré ? Eh bien figurez-vous qu'une des variantes de ce phénomène est tellement commune qu'elle a été théorisée et nommée les white tears. En gros, quand une femme blanche instrumentalise sa sensibilité naturelle supposée due à sa féminité, et donc elle se met à pleurer quand on lui fait des retours sur un acte raciste qu'elle a pu avoir. Donc bon, avant de prôner des mantras de self-love et la paix et le bonheur sur Terre, venez on s'assure qu'on peut reconnaître nos erreurs sincèrement. Bien sûr, la culpabilisation est aussi une arme de domination politique. Les femmes, les personnes pauvres, les personnes racisées, les enfants sont constamment culpabilisés pour des comportements qu'ils ont qui sont normaux et qui vont ensuite être utilisés pour justifier les tortures systémiques qu'ils et elles subissent. Il y a un excellent livre de Mona Chollet qu'on vous conseille sur le sujet et qui s'appelle « Résister à la culpabilisation ». Mais donc, la complexité de nos positions sociales, donc le fait qu'on puisse à la fois être oppresseur et oppressé, ça donne des situations parfois très étranges. Par exemple, quand le livre de Chollet est sorti, on a vu pas mal de femmes assez réputées dans le milieu féministe s'en emparer et raconter toute la culpabilité que la société leur faisait sentir
en tant que mère, en tant que victime de violence, etc. Et on ne renie pas cette souffrance, c'est horrible, mais ce qui est intéressant, c'est que certaines de ces femmes, elles ont aussi exercé une domination de classe très violente sur des personnes qu'on connaît, et que ça, elles n'en ont visiblement pas conçu une grande culpabilité. En fait, ce que tout ça nous dit, c'est que les gens ont du mal à comprendre qu'on peut être à la fois victime et bourreau, et donc que les généralisations sur la psychologie ou sur les émotions, ça ne capture pas la complexité politique du réel. Et on en vient au titre de notre vidéo. Vous ne devez rien à personne. C'est un mantra qui tourne énormément sur Instagram ou sur TikTok, notamment dans des communautés qui parlent de santé mentale ou encore dans des communautés de personnes engagées. Ça provient souvent d'un besoin de protection suite à un épuisement militant, quand des personnes discriminées doivent constamment faire de la pédagogie gratuite dans l'espoir que ces discriminations s'arrêtent. Notamment sur les réseaux, avec tout le trolling et le cyberharcèlement, en fait, au bout d'un moment, c'est éreintant, et le burn-out militant, c'est un vrai truc et c'est hardcore. Mais parfois, en réaction, en quelque sorte, certains internautes partent dans toute une philosophie de « je ne dois rien à personne, je ne dois aucune pédagogie ou discussion à qui que ce soit, même si cette personne diverge à 1% de mon opinion ». Alors que même, comme tout le monde, ont des angles morts et sont contents de trouver des ressources pour les aider à avancer. L'actrice et activiste Jamila Jamil, dont on parle pas mal dans nos vidéos, a fait des stories à la une sur le sujet qu'on trouve plutôt intéressantes. Car quand cette attitude est poussée au maximum, elle empêche les réflexions et la pensée collective dans les milieux progressistes. Et ça, c'est hyper emmerdant. Enfin, c'est emmerdant si vous voulez démanteler des systèmes qui font souffrir les humains. Si vous êtes de droite, c'est une bête de nouvelles pour vous. Disclaimer, cette question est évidemment à analyser au cas par cas, car l'argumentaire de la gentille discussion est aussi un argument pour épuiser les gens. Mais bon, vous avez capté, genre tout ça, c'est vraiment complexe et à prendre avec de la nuance. De façon générale, on a l'impression que le Internet Discourse va vraiment dans des extrêmes à cause de la complexité de la situation. En gros, les gens ont du mal à trouver un équilibre entre le respect de leurs limites et la création de liens communautaires. Et justement, pour réfléchir à ça, il y a une super série qui s'appelle The Good Place. On ne vous spoil pas, mais l'une des grandes thématiques de la série, c'est justement de parvenir à trouver cet équilibre. Elle nous montre qu'être hyper égoïste, c'est de la merde, mais en fait qu'être archi perfectionniste à tout le temps, vouloir s'auto-flageller parce qu'on veut devenir la personne la plus parfaite possible, bah c'est pas ok non plus. On a fait un petit détour de notre sujet initial, mais justement, on y revient. Parce que toute cette histoire de « vous ne devez aucune pédagogie aux autres », ça illustre comment notre système, d'autant plus dans le monde digital, nous épuise et nous incite donc à nous replier sur nous-mêmes pour nous protéger. Alors, comment on fait ? Comment on prend soin de nous, mais aussi des autres ? Parce qu'on est là depuis tout à l'heure à parler de santé mentale et de self-care. Mais en fait, c'est quoi le self-care ? Eh bien, très loin de nos idées hyper individualistes et hyper consuméristes. Vous le savez peut-être déjà, mais ça a été théorisé par l'écrivaine et activiste afroféministe Audre Lorde, notamment dans un ouvrage qui s'appelle A Burst of Light, ouvrage dans lequel elle raconte son combat contre son cancer. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que se reposer et prendre soin d'elle, bah c'est pas un luxe égocentrique, c'est vraiment un moyen de survivre dans un système qui exploite et qui détruit les corps des personnes noires. Cette approche politisée du soin est encore largement portée par des personnes racisées. Par exemple, avec le projet Black Power Naps, créé par les artistes Navid Acosta et Sosa. Elles argumentent que les personnes noires dorment moins que les personnes blanches et qu'elles ont évidemment droit au repos, alors elles créent des espaces de sieste communautaires 20/20. On voit bien que ces pratiques sont liées au fonctionnement de la société. Donc la prochaine fois qu'une personne vous dira qu'elle ne s'engage jamais contre le génocide du peuple palestinien parce que c'est trop difficile psychologiquement, eh bien vous pourrez prendre un exemplaire d'un ouvrage d'Audre Lorde et le taper avec. Plus sérieusement, la neuroscientifique Sama Karaki, avec qui on a déjà collaboré dans une vidéo précédente, explique très bien cette hypocrisie. Des fois, les mêmes personnes qui disent avoir enfin enlacé leur enfant intérieur soupirent quand les enfants chahutent et ne se conforment pas. Les mêmes qui font des mantras de gratitude à la planète Terre sont indifférentes aux écocides que leur mode de vie facilite. Les commentaires génocidaires les plus abjects coexistent avec des postures de yoga, des fleurs, des tiges, des chiens et des chats.
L'obsession par sa propre émancipation est de plus en plus corrélée aux formes coloniales d'anthropomorphisme, de patriarcat et de suprématie. Enfin bon, quand ça n'est pas utilisé pour se déresponsabiliser totalement, le soin de soi est important et utile, y compris politiquement. Parce qu'on entend parfois que les soins, et notamment les thérapies, ça serait forcément un outil de domination, ou en tout cas d'isolation pour ne pas penser aux autres. Et ça peut être vrai selon les patientes et les soignantes, mais en vrai, ça dépend complètement du contexte. Par exemple, dans nos cas, on est suivi par plusieurs thérapeutes pour traiter différentes maladies et PTSD, et heureusement, parce que ça nous donne la force de mener nos vies et nos luttes. Sans ça, on serait beaucoup moins en état de s'engager aussi régulièrement. C'est bien résumé par cette citation. « Je ne veux pas de pratiques de bien-être qui m'apprennent à être en paix avec un monde inégalitaire. J'ai besoin de pratiques qui m'aident à rester sain d'esprit tout en faisant ma part pour lutter contre ce monde. Si quelque chose vous rend complaisant face à l'injustice, ce n'est pas de la guérison, c'est de la sédation. » Bref, prendre soin de soi dans une juste mesure, ça nous aide à prendre soin des autres. Justement, comment se connecter aux autres dans une période où on est tous un peu socialement rouillés? Pour commencer, on peut faire appel aux liens qui existent déjà dans notre vie. Recontacter des amis qu'on a un peu perdu de vue, avoir des discussions honnêtes, leur dire qu'on se sent seul ou qu'on a du mal à entretenir le lien si on est fatigué. Franchement, il n'y a pas de honte à ça, la plupart des gens sont dans ce cas. D'un autre côté, si on a des relations qu'on a essayé de transformer de multiples fois et qui nous font encore du mal, on peut tout à fait s'en distancer et chercher la connexion ailleurs. Vous pouvez aussi rejoindre des activités communautaires gratuites, comme par exemple des clubs de lecture, des activités organisées par des associations à prix libre ou même des tiers-lieux à entrée libre. Pour trouver ça, vous pouvez aller sur Google, sur le Reddit de votre région ou tout simplement demander à vos amis. On vous a aussi dégoté une super newsletter qui s'appelle Group Hug et qui donne plein d'idées pour créer du lien communautaire. Comme par exemple cette liste d'outils pour organiser des événements. Gestion d'invitation, groupe chat, interface de recherche collective, etc. Et évidemment, ça va de pair avec cette liste d'idées pour rejoindre ou créer sa communauté. Donc devenir bénévole dans une association de sa région, suivre les événements des lieux publics autour de vous comme par exemple des bibliothèques, instaurer des rituels réguliers avec vos potes, écrire à des gens que vous trouvez sympas pour leur proposer de prendre un verre, etc. etc. Pour celles qui voudraient créer des projets très politiques, l'autrice et activiste Starhawk donne des exercices de création et d'organisation de groupes très concrets dans ses livres Rêver l'obscur et Comment s'organiser. Et franchement, quelle que soit la thématique de vos projets, n'ayez pas peur d'avoir l'air volontariste. On s'en fout du cringe, tout le monde va mal et tout le monde se sent seul. On a besoin d'action et de connexion. Alors essayons des trucs. Ce sera inconfortable, parfois ça sera des échecs monumentaux et d'autres fois ce sera de franches réussites. Et en fait c'est normal. Comme le rappelle la super newsletter de Wellbeing Scientist, on ne cherche pas des espaces parfaits ou qui sont hyper safe mais donc aussi hyper tétanisants. Ce qu'on veut, c'est des espaces qui permettent des conversations honnêtes, où on se sent quand même un peu en sécurité, mais aussi qui permettent une transformation collective efficace. Bien sûr, chacun selon sa condition. On pense notamment aux personnes neuroatypiques qui n'ont pas toujours envie de passer une soirée avec 400 personnes en même temps. Et c'est tout à fait ok. Encore une fois, il s'agit d'équilibre selon notre mood du moment, notre personnalité, etc. Par exemple, je suis très extravertie et j'adore passer du temps avec des groupes, mais si je n'ai pas plusieurs heures toute seule très régulièrement, je m'effondre littéralement de fatigue. Parce que bien sûr, dans cette vidéo, on ne vous dit pas de ne pas chérir votre solitude. J'adore passer du temps toute seule, je trouve que c'est un des meilleurs trucs de ma vie, mais encore une fois, il s'agit d'équilibre. Et ce qui est chouette, c'est que de plus en plus de gens essayent de faire communauté selon leur modalité, pour leur personnalité, mais aussi leur vision du couple, de la famille, etc. Moi, j'ai interviewé pas mal de personnes qui, justement, veulent essayer de penser une remise au centre, notamment de leurs liens amicaux, et de faire en sorte qu'ils ne s'évaporent pas. Et pour ça, puisque rien n'est fait dans la société pour nous permettre de prendre soin, d'entretenir ces liens-là, puisqu'il n'y a pas de rite public, rien ne les encadre en termes de contrats, etc., ce qui est aussi intéressant. En fait, ça demande pas mal de créativité, et donc il y a pas mal de personnes qui réfléchissent à comment
réintégrer leurs amitiés dans la question de l'habitat par exemple, pourquoi forcément habiter avec son partenaire romantique et pourquoi pas avec ses amis. C'est déplacer un petit peu la focale, se dire aussi que pourquoi pas revenir aussi à cette idée que on peut organiser le soin aux enfants à l'échelle d'un cercle amical. C'est aussi tout simplement se recréer des formes de rites à soi, des moments de cérémonie par exemple qui parfois ressemblent un peu au mariage mais qui sont des cérémonies amicales, où c'est aussi réfléchir aux vieux jours par exemple. Pas mal de personnes moi que j'ai rencontrées qui organisent dès maintenant ou qui ont déjà créé des espaces pour leur retraite. On nous propose dans la société que l'opportunité soit du placement en institution ou le fait de rester seul chez soi. Voilà, donc il y a tout ça qui est un peu en train de bouillonner. Il y a une vraie volonté de se dire qu'on peut nourrir un cercle plus varié que simplement l'entretien de la famille biologique ou l'entretien de son couple, mais ça se heurte encore à un arsenal législatif qui n'est pas du tout fait pour ça, qui ne permet pas forcément des protections, notamment encore une fois quand il s'agit des enfants ou quand il s'agit de la question de l'habitat, c'est difficile, donc il faut réfléchir, il faut inventer ses propres modèles, ça se fait, mais voilà, ça demande aussi de l'énergie et parfois aussi, je pense, pas mal de capital culturel et économique. Bref, on a l'impression que malgré l'isolation croissante, il y a un véritable mouvement de contestation hyper joyeux qui s'organise. Et ça tombe bien parce que ça, c'est hyper politique. Bah dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de fascisme. Non mais vraiment ça va avoir du sens parce que avoir des potes, ça éloigne l'extrême droite. Ou plutôt, comme l'a dit la philosophe Hannah Arendt, ce qui prépare les hommes à la domination totalitaire dans un monde non totalitaire, c'est le fait que la solitude, autrefois une expérience marginale généralement vécue dans certaines conditions sociales marginales, est devenue une expérience quotidienne. Bien sûr, ça dépasse la question des amitiés pour revenir à la communauté. Alice nous en dit plus. Tous les mouvements autoritaires, dictatoriaux, mais aussi toutes les démocraties libérales en fait se nourrissent de notre isolement, de notre atomisation et du sentiment à la fois de frustration et d'impuissance que créent ces situations où on est les uns les autres séparés, mais aussi parce que la solitude crée une forme de rancœur, aussi une difficulté à aller vers l'autre parce que c'est un muscle en fait finalement d'aller vers des personnes qu'on ne connaît pas ou qui ne nous ressemblent pas. On a peut-être aussi plus tendance à embrasser des idéologies qui sont plus d'une forme de repli ou d'une forme de rancœur, dont se nourrissent évidemment toutes les forces d'extrême droite qui sont en train de monter et de fomenter encore plus une forme d'atomisation de la société. Également, moi je pense que le fait de pouvoir, en ces temps très difficiles politiquement, se regrouper à plus que simplement la cellule familiale ou le couple, c'est aussi absolument nécessaire pour reprendre des forces, pour avoir plus de piliers sur lesquels se reposer quand les remous arrivent et pas seulement politiques, hein, même je crois aussi environnementaux, je pense qu'on va avoir besoin en fait de bases arrières dans lesquelles revenir pas comme une forme de repli mais au contraire pour prendre des forces et pouvoir repartir dans une forme de lutte, notamment pour les personnes qui seront principalement ciblées en fait par les politiques xénophobes, réactionnaires, homophobes de ces pouvoirs. Et puis parfois c'est aussi un sujet en soi, c'est un objet politique en soi et ça a été notamment le cas dans les communautés féministes, dans les communautés de femmes dans les années 70. Je pense par exemple au camp de Greenham au Royaume-Uni où des femmes se sont réunies et ont vécu longtemps ensemble à un endroit pour lutter contre l'installation de missiles nucléaires et où en fait ce qu'elles ont découvert des liens qu'elles nouaient là entre femmes a été une vraie révélation politique parce que ça allait à l'encontre de ce qu'on leur a toujours raconté petite, que c'est pas du tout intéressant de se lier entre femmes justement, et donc d'embrasser cette forme de déviance, de pas de côté, c'était déjà quelque part faire contre-pouvoir. Et oui, une communauté solide, ce n'est pas juste un truc qui nous fait du bien, c'est une structure de confiance, de dépendance, de création de sentiments qu'on a envie de protéger. Les personnes qui ne comptent que sur elles-mêmes, elles n'ont pas beaucoup de chance de s'en sortir face à un système totalitaire. Et ça, on le voit en ce moment, les Américains sont en train de l'apprendre. On aime beaucoup cette citation de Martin Niemöller. D'abord, ils sont venus pour les communistes, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas communiste. Ensuite, ils sont venus pour les socialistes, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas socialiste. Ensuite, ils sont venus pour les syndicalistes, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas syndicaliste. Et ensuite, ils sont venus pour les juifs, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Et enfin, ils sont venus pour moi, et il n'y avait plus personne pour protester. Comme d'habitude, tout est lié. Alors venez, on essaye de recréer des communautés loin des plateformes qui nous isolent
et, si on en a la possibilité physique et sociale, loin de nos téléphones. Parce qu'on ne sait pas si vous avez vu, mais l'Union européenne veut déployer un outil qui lui permettrait de scanner l'entièreté de nos portables. Bête de plan quand on sait que les démocraties sont en super forme. Et cet exemple, qui est une énième violation de nos vies privées, il illustre très bien le paradoxe de notre rapport aux technologies modernes. Nous avons cette situation intéressante où, en gros, nous n'avons plus d'intimité ou d'attente d'intimité, mais nous n'avons pas non plus de communauté ou de lien important avec les autres. Donc nous sommes tous, à la fois, complètement exposés et complètement seuls. Et s'il vous plaît, comprenez que quand je dis que cette situation est intéressante, ce que je veux dire en fait est qu'elle est cauchemardesque et que j'aimerais pouvoir me réveiller. Et dernier ajout en post-prod, on voulait ajouter un peu de nuance à la question des réseaux sociaux, parce que oui, ils sont gérés par des gens qui n'aiment ni la communauté ni la démocratie, mais ça peut être des outils efficaces. Par exemple, on voit le rôle qu'ils jouent dans les révoltes de la Gen Z népalaise, marocaine, etc. Et ça c'est super. Mais ça marche parce que ces mouvements ont trouvé un équilibre entre la mobilisation et la colère des réseaux qui est assez ponctuelle et le fait de transposer tout ça dans l'organisation sur le long terme et sur le terrain. Donc là, on a un équilibre hyper efficace. Bref, on ne vous dit pas ça pour vous faire paniquer, bien au contraire. Comme on l'a vu, il y a énormément de pistes et d'idées pour créer du lien communautaire. C'est une pratique du quotidien à intégrer au fur et à mesure dans nos vies. Et souvent, c'est fun à faire. Donc on respire, on profite, on se concentre et personne pourra nous canaliser. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et merci à Alice Rebaud pour sa participation. Allez lire ces super livres. On est trop contente d'être de retour après notre pause estivale et merci à vous d'être au rendez-vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner, ça nous aide énormément. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire tous vos retours en commentaire. On adore vous lire et discuter avec vous.